Nous continuons le voyage à travers la lecture des lettres humides et aujourd'hui, je vais vous lire la lettre D57-4, nos premiers jours sur la planète Terre. Dans les rapports précédents, nous vous avons fait un résumé historique de notre arrivée aux environs de Digne, France, département des Basses-Alpes. 3 de nos Oawolea Ueoa OM, vaisseaux de structure lenticulaire, descendirent en un point situé à un niveau de 7,3379 km près de la ville française déjà citée. L'instant de notre Oawoleaidae, nous appelons ainsi le processus physique d'inversion des corpuscules subatomiques qui permettent l'orientation de tels vaisseaux à travers un autre axe dans les voyages spatiaux, a été enregistré par nous dans la version horaire de la planète Terre comme 4 heures, 16 minutes, 42 secondes TMG, avec une marge d'erreur de 6 secondes, en date du 28 mars 1950, un mardi. Attention, le 8 novembre 1965, nous avons remis par l'intermédiaire de l'un de nos frères, Oudiye 36, fils de Oudiye 34, alors aux États-Unis, un petit rapport très résumé sur notre arrivée sur Terre au médecin terrestre Dr Peter Welter. Notre frère dicta comme heure d'arrivée 4 heures 23 minutes, sans spécifier de marge d'erreur probable. Une enquête plus soigneuse au niveau de la conversion de nos éléments dimensionnels de temps, en les comparant avec le registre de signaux radioélectriques émis à ces moments-là par des centres émetteurs de la République française et la République helvétique, et captés par nos équipements, ont permis de rectifier la première appréciation horaire faite en vérifiant les courbes barométriques et thermiques d'un observatoire météorologique français avec nos propres éléments sur l'atmosphère terrestre à notre arrivée. 6 de nos frères, 4 GE et 2 IE, 4 hommes et 2 femmes, descendirent ce matin-là, voir le rapport que nous vous avons remis. Nous vous disions que la première opération réalisée fut de creuser une galerie pour mettre les équipements expéditionnaires et qui puissent en même temps servir d'abri préservé face à une hypothétique attaque des terrestres. On entreposa dans cette galerie des aliments synthétisés qui auraient permis à nos frères de survivre durant 240 XI. Un XI équivaut à une rotation de notre planète, quelques 30,9 heures. Le 29 mars, ils terminèrent les travaux d'adaptation de la galerie souterraine. Il fut nécessaire d'accélérer la réfrigération de ces parois pour permettre le stockage du matériel. Les ingénieurs terrestres peuvent être surpris par ce fait en rapport avec la réfrigération. C'est parce que nos méthodes d'excavation sont différentes de celles des terrestres. Nous utilisons la fusion à très haute température des roches, sable et limon du terrain, en contrôlant l'expansion des gaz qui sont immédiatement transmutés en azote et oxygène. En plus d'obtenir une grande rapidité, nous évitons ainsi de multiples effets secondaires comme les expansions qui ont lieu au moment de la transformation de l'anhydride en gypse par contact avec l'eau. Bien entendu, on réalise à l'avance une étude géologique du terrain, non pas par des méthodes sismographiques ou de sondes électriques, mais par l'analyse avec un procédé stéréographique semblable aux rayons X terrestres. On obtient ainsi une image qui révèle non seulement la composition des différentes strates, mais aussi la position des vides situés à une grande profondeur. Les systèmes de coffrage gardent une certaine ressemblance avec les terrestres. Sur Oumo, on construit par exemple les modules de coffrage in situ. La silice et le titane des roches, une fois fondus, sont transmutés en magnésium et aluminium, avec lesquels on construit les Igauuu, arcs métalliques semblables aux cintres terrestres. Nous disions qu'il fut nécessaire d'accélérer les travaux à cause de l'inquiétude qui pesait sur les expéditionnaires. En premier lieu, on ignorait si les conditions isodynamiques de l'espace allaient varier dans les ouïes suivantes. Oui, unité de temps de Oumo. En empêchant le retour dans des conditions de temps acceptables du reste de l'équipage. En second lieu, la nuit antérieure, les Uewa OM, les astronefs, avaient été transportés vers un bosquet de pins voisins. Mais malgré cela, on craignait la possibilité qu'ils puissent être vus par des habitants terrestres. Il n'était donc pas prudent de les laisser stationner là et le 29 mars à 11h du matin, heure française, les explorateurs et les membres de l'équipage célébrèrent un émouvant départ. Nous avons des images de ce départ. Les mains de chacun sur la poitrine de son frère, comme c'est notre coutume, indiquèrent le moment du départ. Personne ne prononça une parole. Les yeux disaient tout. 30 membres d'équipage montèrent dans les vaisseaux.
Rapidement, ceux-ci commencèrent le processus de l'Aiaeduni. Les zones superficielles extérieures élèvent leur température jusqu'à l'incandescence. De cette manière, les germes vivants sont détruits pour obtenir une stérilisation parfaite. Cette mesure est nécessaire car aussi bien les micro-organismes que les virus peuvent être inversés dans leur dimension et réaliser le voyage spatial, arrivant jusqu'à notre planète. Les 3 Uewa s'élevèrent à une hauteur de 6 km. Les explorateurs contemplèrent leur disparition apparente quand se produisit à cette altitude la seconde Oawaleaidaa pour le retour. Ce même jour, 2 de nos frères reçurent l'ordre de réaliser une première exploration à une certaine distance de la galerie pendant que les autres poursuivaient les travaux dans celle-ci. L'entrée de la galerie se trouve sur l'un des contreforts montagneux de la région, pas très loin du pic du Cheval Blanc. De là, on domine toute la vallée dans laquelle coule la rivière Bléone. Avec un bon instrument optique, on voit parfaitement les édifices de Digne. Sa vieille cathédrale, et même fragmentairement, l'on peut observer le Besse et quelques tronçons du chemin de fer. On peut également observer parfaitement le hameau de la Javie et quelques constructions humbles des environs. Comme information intéressante, nous vous dirons que l'historique galerie existe encore, renfermant à l'intérieur une partie de l'équipement scientifique d'origine qu'emmenèrent nos frères. Son accès est parfaitement camouflé. Le jour, peut-être pas très lointain, où nous nous présenterons officiellement aux organes gouvernementaux de cette planète, nous ferons la donation de ces installations au gouvernement français, comme remerciement symbolique de notre civilisation à celle des Terriens. La première exploration de nos 2 frères, effectuée dans la soirée du 29 mars, donna un résultat imprévu pour nous. Pour vous, l'incident peut vous paraître vulgaire, et de ce fait vous jurerez notre pondération ingénue et même comique. Mais le résultat impressionna fortement nos frères. Pour mieux nous faire comprendre, il est nécessaire que vous vous placiez dans le cadre mental d'un Noémie, homme, qui venait juste d'arriver sur une planète inconnue et dont il ne connaissait, au niveau des moyens d'expression, que quelques sons modulés enregistrés par nos équipes de détection radioélectrique et dont le jargon inintelligible n'offrait pas encore des bases sérieuses d'études. Vers 6 heures de l'après-midi de cette date, Adaa 66, fils de Adaa 65, maraudant dans les environs en compagnie d'un autre frère, et pendant qu'il arrachait par-ci par-là des petites branches et des feuilles pour les analyser ensuite, dans les arbustes inconnus, observa aux environs de 2 grands arbres des pierres amoncelées et noircies. La structure des fragments de roche permettait de les identifier comme étant des calcaires. Des cendres répandues autour faisaient deviner qu'elles avaient été utilisées pour un feu, mais ce n'était pas cela le plus intéressant. À 1,8 MOO, 1 MOO égale 1,9 mètres. Ils localisèrent des fragments d'une lamelle blanche jaunâtre, flexible et fragile, froissée et pleine de caractères ou signes de manière évidents écrits par des êtres humains. 3 d'entre eux paraissaient tachés par des matières fécales. Une multitude d'animaux volants inconnus prirent leur envol. On peut penser qu'il s'agissait de mouches et moucherons. La découverte fut jugée transcendantale et ils retournèrent immédiatement à la galerie. La structure microscopique de ces feuilles fut très vite analysée. La texture était inconnue pour nous. En effet, sur Oumo, l'on n'utilise pas la pâte de cellulose pour la fabrication du papier. Les signes ou caractères codés révélaient qu'ils n'avaient pas été manuscrits mais imprimés au moyen de moules standards. Sans aucun doute, l'on avait employé un liquide pour l'impression, encre d'imprimerie. Ceci était étonnant pour nous, car en effet, nos anciens systèmes d'impression de caractères pour leur lecture soit employaient un système électrostatique de projection de poudre colorée, soit brûlaient légèrement la surface de la feuille imprimée. Actuellement, nos systèmes de fixation d'images et de caractères se basent sur le virage des molécules de la feuille où l'on va procéder à l'impression, les transmutant en d'autres types chromatiques. C'est-à-dire que l'on ne transfère pas par l'intermédiaire d'un caractère d'encre, mais que l'on provoque une réaction chimique sur la surface imprimée même. La présence de matière fécale constitua au début une énigme. L'analyse de l'excrément révéla la présence de cellules épithéliales, sans doute issues des glandes intestinales humaines. L'on fit une liste des hypothèses probables. La plus soutenue était de lui attribuer un caractère rituel. Peut-être les humains, quand ils étaient en désaccord avec des idées exprimées dans un document écrit, le barbouillaient-ils avec leur matière fécale.
Entre ces suppositions, l'on fit également celle qui maintenant semble évidente à tous. Sûrement un berger avait dû utiliser ce fameux journal à des fins hygiéniques. Vous comprendrez mieux cette polémique en sachant que les Ougéiais, enfants d'Oumo, ont depuis la naissance un dispositif dans le rectum dont le conduit final ou tuyère sort par l'anus. Les matières fécales sont liquéfiées par un processus de transformation par enzyme. Ensuite, un autre processus de gélification et d'expulsion électrostatique élimine du tube expulseur les résidus qui pourraient encore s'y trouver. Il n'est donc pas nécessaire de procéder au nettoyage après défécation comme le font les terrestres. D'autre part, nos ancêtres employaient une substance spongieuse pour le nettoyage après la défécation. Mais sans aucun doute, c'était l'origine des résidus qui tachaient le quotidien ou journal, comme nous le savons bien maintenant. Ces fragments sont déjà historiques pour nous. L'original, dont il manque une feuille et divers fragments, est conservé sur Oumo tel qu'il fut trouvé. Conservé à l'intérieur d'une masse gélatineuse transparente et à température constante de Yeagaa, on appelle ainsi une technique qui vous est inconnue et grâce à laquelle une structure biologique est conservée à basse température avec un contrôle des degrés des températures en chaque point, car certaines zones ou tissus ne supportent pas de basse température sans que la congélation de l'eau ne provoque la destruction de la cellule pendant que dans d'autres points, il convient de les maintenir à un autre niveau thermique. Ce fameux exemple du journal, qui a constitué le premier document imprimé que nous avons pu obtenir correspondant à un numéro publié en langue française, Le Figaro, samedi-dimanche 25-26 mars 1950. Les caractères étrangers laissèrent nos frères perplexes. Le plus encourageant et suggestif de cette étrange pièce étaient les dessins et les photographies. Bien sûr, nous ignorions la simple technique de la photogravure directe. Sur la page que nous avons identifiée par la suite comme étant la première, apparaissait précisément une caricature signée par un humoriste français, J. Sénep. C'était un croquis d'une bombe nucléaire d'hydrogène avec sur son ogive la caricature d'un homme politique français. La légende était la suivante. Bataille parlementaire, s'ils nous embêtent, nous avons la bombe H. On notait aussi des grands titres comme l'URSS est favorable à une session spéciale du Conseil de sécurité pour régler les différences Est-Ouest. Et d'autres comme série noire dans l'aviation, 3 catastrophes aériennes ont fait 19 morts, aide immédiate à l'Indochine. Au dos du papier, taché par les excréments, il y avait une image exceptionnellement intéressante pour nous. On voyait un être humain adulte avec 2 Ougéiais. Nous ne pouvions identifier clairement le sexe. Ensuite, nous avons su qu'il s'agissait d'une dame avec des enfants des 2 sexes. On pouvait apprécier la facture des vêtements. N'oubliez pas que l'un de nos casse-têtes était constitué par la vérification de la manière dont vous étiez habillé. Au-dessus du dessin apparaissait un texte qui, à ce moment-là, était inintelligible pour nous et qui disait « Mondial Nursery ». Pour finir de nous tromper sur le type de vêtements terrestres, apparaissait dans une autre page du journal, page 6, une photo d'un autre être humain, une dame, vêtue à la mode classique correspondant à la représentation théâtrale de Marlborough de Marcel Achard, représentation qui venait de s'achever au théâtre Marigny. Cette découverte documentaire était pour nous donc d'une importance transcendantale. Mais nous ne connaissions aucun moyen scientifique pour pouvoir interpréter les caractères. Il n'y avait pas de relation directe entre les images et le texte. Nous ignorions si ces symboles représentaient des chiffres ou des idéogrammes, ou si l'on pouvait considérer comme représentatifs de sons complexes ou de phonogrammes sans intégration. Que faisait ce document en pleine campagne ? Nous ne pouvions croire qu'il avait été posé là pour nous, étant donné que l'excrément présentait des symptômes de dessèchement commencés avant notre arrivée sur la planète Terre. C'est ainsi que s'achève la lettre D57-4 des lettres humides. Je vous retrouve très vite sur www.nurea.tv pour la suite des aventures de nos frères de l'espace venus nous rendre visite sur Terre en 1950. Et d'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles.